Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Astrovédique. Aujourd'hui, je vous propose une courte vidéo sur les principes de base des aspects planétaires de l'astrologie védique. Pour comprendre comment cela fonctionne, il faut déjà commencer par s'intéresser au système des signes maisons utilisé par la plupart des astrologues védiques. Ce système considère qu'un signe du zodiaque de 30 degrés correspond à une maison de 30 degrés. Par exemple, pour un ascendant Bélier, l'ascendant dans son entier devient lui-même la première maison, et ceci quel que soit le degré de son placement dans ce signe. Si un ascendant se trouve à 28 degrés du signe du Bélier, tout le signe du Bélier sera considéré comme la première maison. Le signe suivant, le Taureau, deviendra la deuxième maison, les Gémeaux la troisième, et ainsi de suite, et le signe des Poissons, dans son entier, deviendra donc la 12e maison. C'est un système simple où les maisons et les signes sont interchangeables. D'ailleurs, dans le Brihat Parashara ou Rashastra, un des ouvrages fondateurs de l'astrologie védique, Parashara ne précise pas dans son verset sur les aspects planétaires s'il s'agit de signes ou de maisons. Il évoque seulement des positions. Mais avant de vous montrer les aspects planétaires, intéressons-nous à ce que signifie le mot aspect, appelé drishti en Inde. Drishti est un terme qui signifie vue, regard, contempler, etc. Il fait généralement référence à la technique du regard, souvent pratiquée lors de la tenue d'une posture de yoga particulière ou durant la méditation pour se focaliser sur un point. En astrologie, comme les planètes ne sont pas simplement des corps de matière, mais des entités conscientes et agissantes qui s'appellent graha, un aspect est donc le regard conscient, soutenu et fixé qu'une planète pose sur une autre planète, sur un signe ou sur une maison. C'est-à-dire que même si une planète donne un aspect sur un lieu du thème où il n'y a pas de planète, l'aspect se produira tout de même sur le signe et la maison. La planète projette ainsi son attention, sa nature consciente et sa qualité agissante sur le lieu ou les lieux qu'elle regarde, qu'ils soient donc habités ou non, car ce signe et cette maison sont forcément régis eux-mêmes par une planète. L'aspect aura donc un impact sur le domaine ou les domaines gouvernés par cette planète. Revenons à Parashara et à son traité. Parashara indique deux choses. Il indique tout d'abord les lieux où les aspects vont se produire à partir du placement d'une planète dans un thème. Et il indique aussi la proportion d'intensité de ces aspects. Concernant les lieux sur lesquels les planètes envoient leurs aspects, Parashara dit qu'ils se produisent dans les 3e et 10e, dans les 5e et 9e, dans les 4e et 8e, et enfin dans la 7e position, à partir de l'endroit où chacune de ces planètes est située. Ici, par exemple, nous voyons la planète Mercure en Verseau. Donc Mercure envoie un aspect sur les 3e et 10e signes maison, à partir de sa position en Verseau, et encore une fois, quel que soit son placement en degrés dans ce signe. Son aspect de 3 se produit donc sur le Bélier, et son aspect de 10 sur le signe du Scorpion. Ces aspects de 5 et 9 se produisent respectivement sur les signes des Gémeaux et de la Balance. Il envoie un aspect de 4 et un aspect de 8 sur les signes du Taureau et de la Vierge, et enfin un aspect sur le signe opposé, c'est-à-dire le signe du Lion. Parashara dit aussi que les aspects augmentent progressivement leur intensité par tranche de quart, c'est-à-dire de 1 quart, 1 demi, 3 quarts et 4 quarts ou aspect plein. Et que les effets, c'est-à-dire les résultats dus à ces aspects, seront également proportionnels. Ici, dans l'exemple qui montre les aspects qu'envoie Mercure, on peut voir que Mercure donne un aspect plein sur le signe opposé, le Lion. Il donne un aspect de 75% avec son aspect de 4 et de 8, un aspect de 50% sur les positions 5 et 9, qui sont faciles à repérer puisqu'ils tombent dans les deux autres signes du même élément, et enfin un aspect de 25% sur ces aspects de 3 et de 10. Toujours dans son verset sur les aspects planétaires, Parashara donne une autre information.
Il indique que Saturne, Jupiter et Mars possèdent des aspects spéciaux. Ces aspects spéciaux sont respectivement sur le 3e et le 10e, le 5e et le 9e, et le 4e et le 8e. Ce que précise ici Parashara est que ces aspects spéciaux donnent respectivement à ces trois planètes des aspects dont l'intensité est de 100%. Ce qui donne pour Saturne, par exemple, placé dans le signe des Gémeaux, un aspect de 3 sur le signe du Lion et un aspect de 10 sur le signe des Poissons. Saturne donne 3 aspects pleins puisqu'il faut aussi inclure son aspect de 7 sur le Sagittaire. Pour Jupiter en Balance, par exemple, Jupiter donne un aspect plein sur les 2 autres signes d'air, un aspect de 5 sur le Verseau et un aspect de 9 sur les Gémeaux. Et bien sûr, encore une fois, un aspect plein de 7 sur le Bélier. Et pour Mars, Mars donne un aspect plein sur les 4e et 8e, depuis son placement en Capricorne, respectivement sur les signes du Bélier et du Lion, en plus de son aspect de 7 sur le Cancer. Bien que les logiciels d'astrologie appliquent cette méthode proportionnelle pour les aspects planétaires, dans la pratique, beaucoup d'astrologues védiques considèrent seulement les aspects pleins, c'est-à-dire l'aspect d'opposition pour toutes les planètes et les aspects spéciaux pour Saturne, Jupiter et Mars. Alors revenons maintenant au traité de Parashara. Parashara n'indique pas d'aspect pour les nœuds lunaires, Rahu et Ketu. Cependant, il est généralement admis que Rahu envoie des aspects identiques aux aspects spéciaux de Jupiter sur la 5e et 9e position. La raison invoquée est que la seule planète qui peut contrôler Rahu est Jupiter. Donc si Jupiter et Rahu sont placés dans ce rapport d'angle de 5 et 9 l'un de l'autre, comme on le voit sur la carte maintenant, Jupiter peut effectivement avoir un contrôle sur Rahu. Il faut toutefois préciser qu'étant donné que les nœuds lunaires sont à l'exact opposé l'un de l'autre, ils n'ont pas d'aspect de 7. De ce fait, ils n'aspectent pas leur placement respectif. Pour ce qui est de Ketu, il n'y a pas de consensus. Certains disent que Ketu n'envoie pas d'aspect, et d'autres, selon leur pratique, considèrent que Ketu envoie, comme Rahu, des aspects sur la 5e et la 9e. Selon ma pratique, je dirais que les aspects de Ketu deviennent en quelque sorte plus visibles et actifs dans le thème d'une personne au cours de la grande période planétaire de Ketu et au cours de ses sous-périodes. Mais c'est à chacun de vérifier ça selon sa propre expérience. Voyons maintenant, avec quelques exemples, comment ces aspects fonctionnent. Je vais prendre uniquement les aspects pleins pour plus de visibilité. Alors, pour un ascendant Sagittaire, Jupiter ici aspecte Saturne, mais Saturne n'aspecte pas Jupiter. En ce qui concerne Saturne, il existe ici un aspect réciproque de Saturne et de Vénus, et Saturne aspecte aussi l'ascendant et la conjonction Lune-Rahu. Mars, lui, aspecte Vénus et la conjonction Rahu-Lune, et la Lune fait un aspect de 7 sur la conjonction Mars-Ketu. Rahu aspecte Mercure, mais Mercure n'aspecte aucune planète. Par contre, il aspecte son propre signe, la Vierge, qui ici correspond à la maison 10. Et pour finir, le Soleil. Donc le Soleil n'aspecte aucune planète, mais il aspecte lui aussi son propre signe, le Lion, et la maison 9. Voilà pour cette courte vidéo. Prochainement, j'en ferai une autre sur la signification des aspects planétaires. J'espère que vous avez apprécié celle-ci. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et pensez à activer la cloche. À bientôt!